Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. L'agriculture conventionnelle a montré toutes ses limites en matière de production et de protection de notre environnement. Cette phrase émane des acteurs de l'agroécologie. Ils estiment que notre époque doit se tourner résolument vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement compte tenu des bouleversements climatiques. Alors pour en parler, j'ai avec moi deux ardents défenseurs de l'agroécologie. Ils s'y connaissent correctement. Le premier nom, Pierre Bédière. Bonsoir Monsieur Pierre Bédière. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes le président de la Fédération agroécologique du Bénin. Avec vous, on va mieux comprendre comment est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde. Oui, bien sûr. À vos côtés, on ne le présente plus, Monsieur Patrice Sagbo, bonsoir. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes aussi un environnementaliste, membre du FAEP, et aussi vous êtes un vétérinaire de votre pays. Oh. Merci d'être là. Alors, je commence par Monsieur Bédier. Vous savez, par le passé, nos parents faisaient l'agriculture sans faire recours aux intrants chimiques. Alors, comment cela se faisait par le passé? Merci beaucoup. Et effectivement, nos parents faisaient de l'agroécologie dans toutes ses dimensions, dans tout son sens. Ils produisaient de la nourriture en respectant l'environnement. Et ils avaient des pratiques pas agressives pour la biodiversité et ils travaillent sur la durée. Ils gèrent vraiment l'environnement en faisant donc la bonne relation entre la production et la biodiversité. Donc c'est cette agriculture-là qui était à l'origine et qui a évolué jusqu'à la guerre mondiale, 1945, à la fin de la guerre mondiale. À la fin de la guerre mondiale, il y avait beaucoup de produits chimiques. La guerre est terminée en 1945, brutalement. On ne savait plus quoi faire avec ces produits chimiques. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire avec ces produits. C'est des milliards qu'on a dépensés pour produire ces choses. Alors les gens ont dit, mais on peut les utiliser dans l'agriculture. C'est comme ça que les NPK, urée, les pesticides sont rentrés dans l'agriculture. Pour enrichir le le sol. Et c'est à cette époque-là que l'agriculture conventionnelle est née. Donc c'est la date de naissance de l'agriculture conventionnelle. Et depuis ce temps, on est accroché à ça. Depuis 1945. Mais pourtant, on sait quand même l'importance de l'agroécologie. Vous dites que cela protège notre environnement. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'entre-temps, la population a augmenté, on s'est dit, mais il y a plus de bouches à nourrir, qu'il faut aller vers ce chemin, peut-être augmenter le rendement, que cela rend... Les gens se sont tournés vers l'utilisation des intrants chimiques. Non, mais les engrais chimiques n'augmentent pas les rendements autrement. Au contraire, lorsque vous mettez l'engrais chimique au sol, dans le sol, et première année, vous avez du rendement, la productivité est bonne. Vous continuez la deuxième année, vous avez la bonne productivité, mais après, la productivité chute. Ça, tout le monde sait. Ça monte et ça descend. Par contre, lorsque vous êtes dans l'agroécologie, vous avez la production qui monte toujours. Ça ne chute pas, parce que les éléments qui contribuent à la productivité, au rendement, sont toujours contenus dans le sol. Ces éléments sont là, présents, vous les entretenez pour qu'ils soient toujours là. C'est vrai, dans le sol, il y a des éléments chimiques. Le sol est composé d'éléments chimiques, d'éléments organiques. Mais les éléments chimiques, aussi. Les éléments minéraux. Ouais. Mais les éléments chimiques naturels sont différents des éléments chimiques synthétisés. Je retourne vers M. Sagbo. Quand on parle d'agroécologie, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Parce que le mot existe, agroécologie, mais beaucoup peut-être ne comprennent pas ce que ça veut dire quand on dit agroécologie. Les scientifiques vont dire, ils vont diviser le mot en deux. On dit agroécologie. Donc ça fait agriculture écologique. Agriculture écologique. Ça veut dire que c'est une agriculture respectueuse de l'écologie, de l'environnement, de la biodiversité. Mais si on parle d'agroécologie, il faut voir plusieurs éléments. Il faut voir les sols sains. Il faut voir les semences paysannes saines. Il faut voir de l'eau de qualité. Il faut voir les intrants organiques. Il faut voir les hommes. Les hommes, là, ce sont nos braves paysans et paysannes qui s'occupent de tout ça. Là. En appui, il y a la recherche. Il faut ajouter tout ça là ensemble pour dire on veut faire de l'agroécologie. Si un de ces éléments manque, il y a problème. C'était là depuis 10 000 ans où nos paysans étaient nés. Vous ne posez pas la question que le premier homme né sur la terre, là, et il paraît que c'est africain. Mais après, il y a une multiplication, tout ça là. Ils ont eu besoin de quel engrais chimique?
pour vivre jusqu'à présent. Ils se sont accommodés avec la nature et ils ont vécu en harmonie avec la nature et leurs valeurs culturelles et culturelles. C'était ça. Aujourd'hui, on a laissé tout ça pour aller où? C'est pour cela que plusieurs courants de pensée ont vu que la trajectoire que la vie prend aujourd'hui, en s'enfonçant dans l'utilisation abusive de l'engrais industriel et des pesticides industriels jusqu'aux semences hybrides, on exagère. Le monde ne peut pas évoluer dans ce contexte-là pour prospérer. Mais les gens disent toujours aussi que nous sommes dans un contexte où le changement climatique prend de l'ampleur. Parce qu'on utilise ces intrants chimiques de synthèse, parce qu'on fait de la monoculture. Et les semences hybrides ne peuvent pas pousser si on ne les met pas dans un itinéraire technique qui utilise l'engrais chimique, qui utilise les pesticides, etc. etc. Ce n'est pas les éléments dont j'ai cité là, pris un à un isolément. On les met ensemble. L'agriculture, l'agroécologie est vue dans un angle holistique. C'est ça. C'est les tout mis ensemble au même moment qui donnent des résultats. Parler de rendement, parce que c'est ça que les gens parlent. Ils parlent de rendement. Rendement par rapport à quoi? C'est seulement la quantité. Parce qu'il y a peut-être 30 ans, on n'était pas plus de 7 milliards que nous sommes sur Terre. Chaque époque répond à ses besoins. Chaque époque répond à ses besoins. Les hommes qui existaient avant, là, on a parlé d'Adam et d'Ève, d'eux. Après, Dieu a dit, allez vous multiplier. Ils se sont multipliés. Et au fur et à mesure, Dieu a dit, j'ai prévu la mare, le marigot, l'eau, le ciel, le soleil, les animaux, les poissons, tout ça pour vous. Ce que Dieu avait créé à ce moment-là ne pouvait même pas, c'est-à-dire que les populations, les Adam et Ève, ne pouvaient pas manger ça eux seuls. Le monde était programmé. Et la nature se régénère elle-même. Chaque fois, si on la respecte. C'est si on la respecte. Il a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas pour nos... Parce qu'on dit souvent qu'on a commencé par utiliser les intrants chimiques, surtout avec la révolution industrielle. Oui, non, ça a rapport un peu avec oui, la guerre mondiale. Lorsqu'ils ont vu que on parle de révolution industrielle, ils ont vu, vous avez vu, on parle de mazout, c'est que les trains étaient obligés de se déplacer avec du mazout. C'est beaucoup de fumée, quoi. Ça tue, fumée tuante. Tout le monde connaît ce qu'on appelle mazout. C'était ça. Et ça dégageait, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Les gens savaient ça. Maintenant, comment ils ont vu que si on dit industriel, ça pollue, là, ils ont parlé de la révolution verte. Elle n'a rien de vert. Elle n'a rien de vert. Elle est toute noire. Et ça, comme il a dit, c'est les résidus de cette guerre qu'on est allé commencer par commercialiser dans les pays pauvres qui constituent, ils prennent comme des greniers, des marchés. La guerre les a appauvris. Il est question de reconstituer maintenant l'économie, de leur économie, et il faut créer quelque chose. Et créer quelque chose là, c'est aller chercher les marchés africains, des pays sous-développés, et leur proposer quelque chose pour dire on va faire agriculture. C'est ça. Donc les premières industries qu'ils ont installées étaient des industries qui fabriquaient justement ces matières chimiques pour dire on va faire de l'agriculture. Et ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé les leurs pour venir corrompre l'intelligence des nôtres. Donc on a parlé des écoles de Akowé. La période de Akowé est venue avec l'histoire de itinéraire technique, avec des fiches techniques. Ce que le blanc te dit de faire, c'est ça que tu vas faire. Alors justement, si on dit que cela a commencé avec la guerre mondiale de 1945, alors comment est-ce que cela a pu conquérir, j'allais dire, tout le monde entier, surtout les pays africains où on constate aujourd'hui quand même que tout le monde s'est tourné vers l'utilisation de ces intrants chimiques? C'est une machine qui a été mise en place pour coloniser l'éducation. Parce que dans les écoles, c'est cela qu'on enseigne. On enseigne aux gens que voilà, c'est l'itinéraire technique. Mais par exemple, vous êtes ingénieur agronome. Moi, c'est ça qu'on m'enseigne. On l'a aussi appris. C'est ça que moi, on m'a enseigné. Il faut utiliser les intrants chimiques. Les doses qu'il faut faire par hectare, etc. On a dit que les gens ont contaminé l'intelligence. Et tout le monde a pris la chose. Et tout le monde a continué à le faire. Mais ce que nous, on regrette, c'est que tout le monde aujourd'hui constate les conséquences négatives de cette pratique, de cette agriculture conventionnelle. Et on ne prend pas les mesures
On est dedans et on avance. C'est ça qui étonne tout le monde. Avant qu'on en vienne aux conséquences, Oui. on va parler un peu du cas de notre pays, le Bénin. Oui. À quel moment on a commencé, nous aussi, au Bénin, à se tourner vers cette agriculture conventionnelle, à utiliser beaucoup plus d'intrants chimiques? Mais À quel moment? C'est au même moment que les autres pays du monde, c'est ça? mais chacun a eu son époque. Là. Chacun a eu son époque. On a parlé de la colonisation. Les rois étaient là. Non? Les rois avaient quel problème? Nos rois là n'avaient aucun problème. Guézo disait il faut planter palmier à huile lorsqu'un enfant naît. C'est la biodiversité ça. Ce n'est pas la protection de l'environnement ça. Il disait ça. Est-ce que vous avez entendu un roi d'Abomey ou bien je ne sais pas de quelle région du Bénin, de Dahomey, qui a dit aujourd'hui on va tuer, on va exterminer toutes les forêts de ma région. Au contraire, on a installé des fétiches, des divinités dans ces écosystèmes-là pour que les populations aient peur. Tu as peur de la divinité, mais en réalité, c'est pour protéger l'écosystème que la divinité est mise là. C'est ça. Et il y a des cérémonies autour. Tu ne peux pas aller là-bas. Il y a des sacralisations. Il y a des sacralisations. Voilà. C'était là depuis. Ce qu'ils ont fait, et les gens n'ont pas tenu compte. Vous avez vu les objets, les 16 ou bien 26 objets qu'on a retournés au Bénin il y a 2 ans, 3 là-bas. Moi, j'étais sidéré que ces objets ont traversé 200 ans et sont intacts. Mais quelle essence forestière ont servi à fabriquer ces essences-là? Ces peuples, où sont-ils aujourd'hui? Faisons la traçabilité pour aller voir de quel royaume, de quelle famille sont-ils. Est-ce qu'on peut retrouver encore des produits de ces familles-là? Ces essences? Ces essences, aujourd'hui, pour dire, on les met, on les conserve, et même la technicité. Ces gens-là, je sais qu'il y a les Yator, qui sont les Rotondis, etc. Beaucoup d'autres. Ce peuple-là est où? Pour qu'on retrouve cette ingéniosité. Ça ne se retrouvera dans aucune école moderne. Jamais. C'est des choses que ça s'appelle connaissance endogène, qui participent activement et expressément au développement de chaque pays. On les a oubliés. Et vous savez, lorsqu'on parle de colonisation, c'est une machine à broyer tout sur le chemin. On vous rend dépendant. Vous n'avez rien. On vous fait du chantage pour dire, si tu n'acceptes pas ceci, regardez les impôts. Les impôts qu'on prenait même dans nos villages là. Nos papas ne dormaient pas à la maison. À minuit, tu dois fuir le foyer. Personne ne doit te voir. À cause de combien? 350, 500 francs d'impôts à payer au blanc. Dans le temps, c'était beaucoup d'argent. Oui, je sais, mais, et là, rien ne reste dans votre colonie. Il y a des colonisateurs qui viennent, des colonies, des colons, de tout ça là, qui emportent tout l'argent. Et on vous impose même les cultures. Ce n'est pas les nourritures, les cultures qui vont nous nourrir. C'est des cultures de culture. On mange le cacao. Est-ce qu'on mange le cacao? Est-ce qu'on mange le café? Il y a le café. Voilà. On ne mange pas le café. Mais on le prend, le café, non? Mais on ne mange pas ça. Personne ne se rassasie du café, ni du cacao, ni du coton. C'est ça qui nous ont imposé, les VA, pour aller construire leur usine là-bas. C'est ça qu'on appelle révolution industrielle. C'est pour se reconstruire. Ils se sont servis de leur pays comme champ, comme marché. C'est ça qu'ils ont fait. Donc tu n'as pas la liberté d'avoir aucune politique de développement agricole chez toi sans respecter ce qu'ils te disent. C'est pour ça que nous sommes dans cet état aujourd'hui. Alors justement, vous dites qu'on vous a bourré le cerveau pour utiliser vos thèmes. Alors à quel moment vous avez pris conscience, vous vous êtes dit, mais attends, écoutez, tout ce qu'on m'a appris là, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux que je revienne aux anciennes pratiques de nos parents. À quel moment ce déclic est arrivé? J'ai pris cette conscience au moment où j'ai commencé par militer dans les organisations comme Djinoukou, comme la FAEB et autres. Et j'ai compris, en mettant ce que j'ai appris et ce qui existe face à face, qu'en fait, il y a de mieux. Il y a de mieux dans ce que nos ancêtres pratiquaient, ce qui est dans notre culture. Et c'est pour ça, c'est quand j'ai pris cette conscience que j'en parle partout pour dire, faisons le bon choix. Le bon choix, c'est l'agriculture qui respecte l'environnement. Est-ce que vos collègues ne vous regardent pas comme quelqu'un qui est tombé du ciel? Non, pas vraiment. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Il y a des résistances. Mais tout le monde constate les effets négatifs de cette pratique agricole qui utilise des intrants chimiques de synthèse. Tout le monde, même ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter ce que nous disons, ils savent qu'actuellement, il y a au moins le changement climatique. Et vous savez, il y a un collègue qui m'a dit la dernière fois, parce qu'on se plaignait de la chaleur.
Et il dit, mais ça, c'est le début du commencement. Ça va être pire dans quelques temps. Il dit, mais toi, tu es un sorcier. Comment tu vas nous dire un truc? Et c'est une réalité. Est-ce que vous n'avez pas constaté ça? Tout le monde constate Il fait plus chaud. le mois de février de cette année est un mois, c'est du calvaire. Il fait tellement chaud. Donc, ça là au moins, les gens sont conscients. Et on explique, on fait le lien entre ça et les pratiques que nous faisons. Et donc, les gens comprennent, les gens doivent comprendre qu'il faut faire un retour aux anciennes pratiques. Il faut réfléchir pour voir dans notre culture, dans notre histoire, qu'est-ce qui a marqué l'homme africain, l'homme béninois. C'est nos pratiques là qui ont marqué. Dans le domaine agricole, c'est les pratiques agricoles. Moi, j'ai grandi au village, hein, donc j'ai fait l'agriculture sans intrants chimiques de synthèse. C'est quand je suis venu à Cotonou après le bac là, que je suis allé à l'université, qu'on a commencé par nous apprendre les directs techniques, les ceci, les semences. Sinon, nous, on fait les sélections massales. Quand on prend le maïs, moi je suis resté avec ma grand-mère, quand on prend le maïs, on regarde les maïs qui sont de bonne taille. Et c'est ces maïs-là qu'on sélectionne pour aller semer. Et ça marche. Et là, on est sûr d'avoir des épis de bons rendements et autres là. On n'utilise pas on n'a même pas les moyens pour les acheter. C'est ça. Mais pourtant, on a de bons rendements. C'est pourquoi quand on touche au rendement, souvent, on dit, monsieur je parle. on dit que la terre n'a pas tout. Est-ce que parfois, il ne faut pas donner ce qui manque à la terre, à lui donner un peu d'intrants? La terre a tout. C'est quand on extrait les éléments de la terre et qu'on ne lui retourne pas qu'on a des problèmes. L'équilibre est là. En donnant des intrants chimiques, c'est comme si on donnait un peu à la terre ce qui lui manquait. Voilà, l'intrant chimique vient du pétrole. C'est comme si on met du pétrole dans le sol. Or, le sol vit. C'est une vie qui est dans le sol. Il respire. C'est comme un être humain. Si tu bois du pétrole, tu vas bien te sentir. Donc, c'est synthèse. Vous voyez, quand tu prends le sol et que tu l'analyses, tu as les N, c'est-à-dire que l'azote, les P, phosphore, tu as les éléments NPK, calcium et tous ces éléments sont dedans. Mais c'est les éléments naturels. Il y a les éléments chimiques naturels, les éléments chimiques, c'est de synthèse. Et c'est des éléments chimiques naturels que nous parlons. Tant que tu utilises ton sol en faisant l'équilibre entre les éléments chimiques naturels, tu produis sur la durée. C'est ça même qu'on appelle l'agriculture durable. Lorsque les gens parlent d'agriculture durable, c'est l'agriculture qui conserve l'environnement, qui garde l'écosystème, tel que mon collègue vient de dire, qui regarde l'écosystème, qui conserve l'écosystème. Ça va durer des années. Vous n'avez pas de problème de déséquilibre que nous avons aujourd'hui. Vous n'avez pas ça. Et les produits qui sortent de là, les gens en parlent très peu. C'est des produits de qualité. Si vous prenez les produits, le maïs qui sort de cet environnement-là, et vous comparez au maïs où on a mis tellement de pesticides, vous n'avez pas les mêmes qualités de maïs. Donc il y a ça, il y a la qualité du produit qui sort donc du système agroécologique. Vous le la qualité organoleptique? Organoleptique et autres. Donc ce n'est pas comparable. Nous on le dit pour que les gens nous écoutent et qu'on change de paradigme. Si on change, ça va être bon. Nous avons des fermes expérimentales. Mais il faut que les gens viennent voir ce que nous faisons là-bas pour comparer. Nous avons dans notre association des gens qui ont des fermes, qui font des choses extraordinaires. Et nous disons aux gens, venez voir. Parce qu'on ne fait pas que dire. Nous, on fait, on dit. Et vous passez aussi à l'acte? On passe à l'acte pour montrer aux gens. Alors, M. Sabo, si on a fait l'état des lieux de l'agroécologie au Bénin, on dirait quoi? Bon, on va dire que sur le plan institutionnel, aujourd'hui, on a vu depuis 2 ans que l'État est en train de faire quelque chose sur papier. Sur papier, comme disons nous l'habitude, on a aujourd'hui... Vous dites comme nous avons l'habitude? Oui, mais on a une stratégie, on a beaucoup... C'est-à-dire que nous sommes ici à l'université. Ouais. Allez fouiller les tiroirs, les armoires de ces établissements qui sont ici. Il y a beaucoup de mémoires. Rien ne manque. Thèse, mémoire, rapport, il y a tout. Mais combien on a essayé déjà de sortir, dépoussiérer pour dire maintenant on va faire cette pratique-là. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça qui nous manque. On est habitué à écrire des documents. Donc sur ce plan-là, le Bénin aujourd'hui est en train d'avancer. On a une stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique. On a ça. On a une charte sur l'agroécologie. Il vient de lancer, il y a quelques semaines,
la politique nationale de l'agroécologie au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore de mieux? Mais sur le terrain, il n'y a rien. Vous avez vu, il y a quelques jours, en Conseil des ministres, le Conseil a décidé d'acheter des engrais chimiques de synthèse pour notre agriculture. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont opté pour l'achat de semences hybrides. C'est des semences du secret, semences codées, semences du monopole, semences de la dépendance. C'est ça qu'on appelle. Tu es obligé d'aller acheter chaque fois. 2. Ces semences ne peuvent pas pousser sans qu'on leur donne de l'engrais chimique de synthèse et des pesticides. Qui va avec Qui va avec. Ensuite, les semences coûtent 5 à 10 fois plus cher. Ça, là, on peut le dire. Parce que le maïs jaune qu'ils ont amené il y a 3 ans ici, là, nous donne la preuve que c'est comme ça. On fatigue les paysans. Par exemple, je prends le cas pardon, de maïs hybride. Là aussi, c'est pas bon, c'est ça? Le maïs hybride, Oui. la logique des gens, Ouais. c'est rendement. Parce qu'on nous a dit rendement, Oui. qu'à l'hectare, on peut avoir La peut-être logique, 5. il n'y a pas de logique. Ouais. C'est logique, rendement. On comprend ça. Et la qualité organoleptique, c'est pas ça? Attendez, la semence n'a pas que des qualités organoleptiques. La semence doit être diversifiée. Diversifiée. On vient au Bénin ici, là. Vous avez le maïs de Cobert, le maïs du Molo, Nord, le maïs du Nord, ouais. le maïs. Et les paysans arrivent à identifier chaque qualité de cette semence-là. On dit, ça là, tu utilises ça, la pâte est plus tendre. Tu utilises ça, la poudre est plus ceci. Ils savent ça. C'est ce que nous voulons ça. Mais si vous avez une conformité de semences, une seule variété, il est facile que lorsqu'il arrive un événement malheureux, tout ce maïs-là est fini. Si vous n'avez que ça, et qu'une épidémie, c'est-à-dire qu'une maladie arrive, attaque ça, c'est terminé, et vous l'avez perdu. Par contre, pour les autres là, si vous avez plusieurs variétés, si une variété est attaquée, les autres sont là. Les autres sont là. C'est ça qu'on appelle diversification des semences. Vous avez un seul. Si quelque chose arrive dedans, là, c'est fini. Le seul, là, c'est une seule personne qui vend ça. Monopole, dépendance, vous n'avez aucun droit dessus. C'est grave. Il vend ça au prix auquel il veut. Et quand il veut, il peut en avoir, faire du chantage pour dire il n'y en a pas. On multiplie le prix par 10. C'est les producteurs qui en souffrent. Ce n'est pas une question de rentabilité. Le maïs, ici, la semence, ici, là, locale, là, maximum, c'est 500 francs le kilo. Le maïs jaune dont je parle là, c'est 3500 francs. Tu vois, c'est multiplié par 6. 3500, par 7 même. Pourquoi c'est si cher? Je ne sais pas. C'est-à-dire, celui qui a fabriqué la semence met un brevet. D'abord, il a utilisé beaucoup de choses, technologies, pour avoir la semence. Il veut rentrer dans ses fonds. Il met un code et personne d'autre ne peut aller fabriquer. Avant, pour empêcher les gens de fabriquer, ils avaient une semence appelée Terminator. Terminator, là, tu achètes, tu sèmes, une fois, c'est fini. C'est terminé. Comme c'est Terminator, c'est fini. On ne peut plus utiliser les Tu grains. ne peux plus. Parce que c'est comme les OGM. Pour les OGM, ils ont dit, on ne fait pas, on demande à la police ou bien à chaque pays de prendre une loi pour protéger les semences dans le pays d'accueil. Comme ils ont vu que les moyens pour le faire sont très élevés pour eux, on met maintenant des codes secrets. Et personne ne peut aller fabriquer ce maïs-là. On a fait le Terminator. Les gens ont lutté contre ça, ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont amené les hybrides. Les hybrides, c'est l'entrepreneur seul, le concepteur seul, l'entreprise seule qui sait comment ce qu'il a fait. Il faut faire la différence entre les choses, entre les semences. Okay. Nos chercheurs à l'INRAB font un travail exceptionnel. Ils font du bon travail. Ça, moi je le dis, je le leur dis même. Mais ils font du maïs certifié. Ce n'est pas les Terminators dont Patrick vient de parler. Okay, et ils le font bien. Ils le font si bien. Tu prends, ils ont les techniques pour le faire. Ça, c'est une autre catégorie de maïs. C'est pour le public. C'est la recherche publique. C'est pas de ça. Travaille pour le public. C'est pas de ça qu'on parle. Il n'y a pas ça, c'est certifié, ils ont les règles pour le faire. Ils le font même en champ, voilà, en milieu réel. Et donc, on récolte. On récolte et puis on sent que là, c'est... Mais ce qu'il dit là, il parle de code. Mais nos chercheurs ne mettent jamais de code sur le maïs. Hein. Ils font ça. Et ce qu'on peut regretter aussi, c'est quoi? C'est que ces chercheurs qui sont bien formés, ça je le dis, sont là. Mais pourquoi on les laisse et on va importer du maïs avec code? Alors qu'ils sont capables de faire du bon travail. Si on veut les semences ici, là, il faut les voir. Ils vont faire toutes les sélections possibles et imaginables pour que tu aies
la qualité qu'on recherche. Moi, je regrette un Là, peu vous voulez parler qu'on les a mis de du, côté. du financement de la recherche scientifique. Voilà. Donc, on les a mis de côté et puis on est allé importer. C'est un autre problème. Semences pour le paysan, puisqu'on parle de l'histoire de l'agroécologie, ce n'est pas le rendement. Le paysan ne voit pas, quand il prend une semence, il ne voit pas dedans le rendement, mais il voit derrière toute la culture, tout son être. Parce que la semence, c'est la vie. C'est son esprit, tout est dans la semence pour lui. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on met seulement et on veut la productivité. C'est-à-dire, ça, c'est pas ça. Le paysan va te dire, cette semence-là, ça vient de tel endroit, voilà comment on produit, c'est tel mois au champ. Et il y en a plein. Venez à nos foires, nous organisons des foires semencières. Vous allez voir les diversités de semences. Et c'est les semences de chez nous, avec les noms locaux. Et chacun va vous expliquer ces semences, comment on plante, comment ça pousse. Dans des conditions difficiles, ces semences poussent. Alors, et normalement, comme on connaît la chose, on sait que nous sommes dans un contexte de changement climatique dangereux. Et que parfois, et ça, nous, on peut vous témoigner, on peut même les producteurs vous parler. Les gens sèment plusieurs fois avant de récolter. Ils sèment, ça ne pousse pas parce que la pluie ne tombe pas et ils sèment. Mais pourquoi on ne fait pas la promotion de ces semences qui sont très résilientes au changement climatique? Ça existe. Et on sème, ça pousse dans les conditions difficiles. Tu auras le rendement dans les conditions difficiles. C'est ça que nous on dit. Et c'est pour ça que pendant les foires, on appelle tous ces gens. C'est vrai, tel que vous le dites, c'est bien, c'est joli, mais pourquoi quand on prend aujourd'hui 10 producteurs, il y a au moins 7 qui sont tournés vers l'agriculture conventionnelle et que 3 seulement font l'agroécologie? Pourquoi on n'arrive pas à convaincre le grand monde à se tourner vers l'agroécologie? J'ai mon idée là-dessus. Ouais. C'est que, tu vois, on est parti de 45 et d'une autre forme d'agriculture à laquelle les gens sont habitués. On prend le NPK, on sème, comme on a semé le maïs, le haricot. Ouais. Et on rentre chez soi et ça pousse. Donc on est habitué à cette pratique. C'est difficile de revenir en arrière et c'est pourquoi notre mission est difficile. Mais on le dit partout, mais les gens sont toujours accrochés à cette pratique qui est rentrée dans les habitudes aussi. On vous a dit ça vient de loin. Et il y a beaucoup de choses qui ont accompagné ça. Et les gens sont adoptés. Nous, on a eu un ouvrier agricole. Et on a dit, sur notre ferme-là, il n'y a pas d'intrants chimiques de synthèse. C'est agroécologie. Et on l'a observé. Vous savez à quoi il s'accroche là? Non. Lui, c'est les fientes qu'il aime. Parce qu'on sème les fientes comme on sème le NPK. Quand il vient là, il est toujours en train de semer les fientes. On a dit, mais attends, les composts sont là. Il dit, ah oui, ça va. Il est habitué. Tu vois, tu passes, tu mets au collet des plants et tu passes ton chemin. Donc, il y a ça. Mais les choses changent. Hein. Les choses changent. Nous avons fait une étude récente dont on va faire la publication bientôt sur le pays. On a appelé ça la cartographie des acteurs d'agroécologie. On va valider ça bientôt et on va publier. Il y a des gens qui comprennent, qui commencent pas à comprendre qu'en fait, il faut retourner à l'agriculture agroécologie. Et ils sont nombreux. Il vaut mieux tenir compte de l'environnement, il faut faire de l'agroforesterie. Vous voyez, il faut que dans le domaine où je produis, qu'il y ait des arbres. Pas n'importe quel arbre, il faut aller chercher les arbres qui fertilisent le sol. Et tous ces éléments, les gens sont en train de comprendre ça. Parce que c'est moi, on était au ministère de l'Agriculture. Mais et on est surpris. C'est des gens de bon niveau, des gens qualifiés. Ces gens-là, on peut les intégrer dans la démarche agroécologique. Et ils l'ont souhaité. Dans la démarche ils ont des outils, ils ont des stratégies, ils ont des méthodes. Si on les associe, on aura des résultats. Ça va prendre. Parce que le premier élément sur lequel le premier levier sur lequel il faut appuyer, c'est la formation. Si vous formez les agriculteurs là, mais ils vont prendre vite. Ben là, au niveau de... Et ils sont là, ils connaissent. Si je prends par exemple la FSA, la faculté des sciences agronomiques, est-ce que les curricula sont restés les mêmes? On n'a encore rien changé. On doit revoir ça. C'est-à-dire, on doit revoir. Et il y a un espoir. Et c'est encore en train d'être revu. C'est déjà en train d'être revu.
Parce qu'on a vu quand même beaucoup d'initiatives ici, le professeur Atiga, on a vu, moi j'ai vu des étudiants en train de fabriquer le compost. Je n'ai jamais vu, tout le monde a fait ici. J'ai vu des étudiants qui ont des sites de production de compost, c'est rare ça. Donc ce qu'ils doivent faire, on verra qu'ils intègrent les connaissances paysannes, c'est d'aller inviter le paysan qui sait faire. C'est-à-dire, le paysan est une université. C'est un chercheur. Si on sait qu'un savoir est chez lui, on ne va pas chez lui pour lui estiper le savoir. Il faut l'inviter à l'université. On va pas apprendre. J'en ai vu à Darwin, université de Darwin, en Australie. Je suis parti là-bas et j'ai vu. J'ai vu qu'il y a un département consacré au peuple autochtone, aux communautés locales, pour venir partager leurs connaissances sur contrat. C'est des universités aussi. J'ai vu ça. Mais pourquoi en Afrique, on a tant de complexes pour dire oui, recherche classique, recherche conventionnelle, personne ne rentre dedans, c'est nous-mêmes. Alors que vous ne faites rien sans aller interroger le paysan. Il a abordé un aspect capital. La semence, elle est spirituelle. La semence est vivante. La semence est un pouvoir. La semence est une vie. C'est notre vie. Personne ne peut rien faire sur cette terre-là sans la semence. Même les animaux, les divinités, tout ça. Pour aller faire cérémonie de mariage, on doit te dire, achète goro, cola, tu achètes ça. Achète atakou, tu vas acheter. Achète tout ceci, tu vas acheter. Les poulets, tu achètes. On dit, achète les haricots de telle couleur, achète. Pour faire sortir d'enfants, c'est la même chose. Pour aller faire les libations chez le Legba, là, tu fais la même chose. C'est ça la semence chez nous. La semence n'est pas une identité, on dit, produit beaucoup. C'est faux. Et c'est des Africains qui racontent ça. Ça veut dire qu'on demande si ils ont vendu leur identité culturelle, Non, la semence, c'est tout ça. Moi, j'ai vu. Qui a planté ça? Que vous ayez planté ou pas, l'herbe là, c'est une semence. Elle pousse. Elle a un pouvoir en elle. Qui lui a donné ça? C'est Dieu qui a donné. C'est des entités qui ont donné ça. Vous avez demandé que malgré tout ça, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Un président nous a dit dans ce pays-là qu'un gouvernement est trop fort et qu'un chef d'État aussi est trop fort. C'est Boni Yahi qui nous a dit ça. Ça veut dire que lorsque le gouvernement décide de faire quelque chose, il en a les moyens. C'est lui qui porte pour dire c'est ce qu'on doit faire ça. S'il dit, il met les moyens. On peut t'apporter la police. On peut te mettre la gendarmerie. On peut mettre toutes sortes de pressions pour dire si tu ne fais pas là, tu ne fais aucune agriculture. Vous voulez dire que si les décideurs veulent que cela change, c'est eux qui ça décident changera. la politique. Et cette politique n'est même pas de nous. La sœur Diao va dire pour lui. La sœur Diao reste là-bas et dit pour lui. L'Union européenne dit pour lui. L'Union africaine dit pour lui. Et ils ont des pressions. Si son document ne reflète pas ce que nous disons, personne ne finance ça. C'est ça la pression. C'est ça la pression. Nos gouvernements ont des pressions. Et ils ne regardent plus les aspirations du peuple. Ils écoutent les sérieux. Pour dire si on ne dit pas ça, il n'y a pas l'argent. On fait une politique agricole qui est sur papier, mais personne ne va financer ça. C'est ça aussi. L'autre chose, c'est la semence n'est pas que semence végétale. La semence est aussi animale. Moi, je suis du secteur de la production animale. Si on dit ça, là, je suis content. Mais Vous êtes vétérinaire. Non, vétérinaire ne me dit rien. C'est-à-dire que tu fais de l'ingénierie en production animale. Ça, là, je suis content de faire ça. Ça, tu es à l'œuvre. Tu dis ingénierie. En production animale. Tu es à l'acte, tu es dedans, tu es comme l'éleveur, quoi. Donc, tu ne peux pas aller chercher n'importe quel poulet et amener à ton Legba pour dire prends ça. Il va refuser. Legba refuse ça. Ils ont parlé de poulet, Goliath, Legba va refuser. Et à Gbebi, c'est-à-dire il ne prend pas ça. Mais nos poulets locaux, c'est ça qu'il faut. Vous êtes ici, ce que vous mangez, c'est ça que le poulet mange. Vous n'avez pas à vous occuper de lui. Ça marche quoi? C'est ça. Et on dit non, on veut du poids en 10 semaines. On veut 3 kilos en 10 semaines. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Non, le poulet aussi est un être vivant. Il vit compte tenu de son milieu et de ce qui est autour de lui. C'est ça. Ensuite, vous voyez, on dit poisson. Allez en Côte d'Ivoire. Ce que moi j'ai vu en Côte d'Ivoire, ils ont développé, c'est le tilapia qui a des plaques sur les trucs là ici. Je ne sais plus comment on les appelle. Ils ont développé ça, c'est bien. Les haouais, les akpavis, les flétés. Où sont celles-là aujourd'hui?
C'est ça que Dieu nous a donné. On s'est abonné à Cocoon, à Sylvie, des trucs comme ça. Et même la conservation est un problème pour nous. Ce n'est pas normal de faire ça. Vous parlez d'exemples. On va vous donner des exemples. Le centre Songhai a commencé comment? Le centre Songhai que tout le monde, dont tout le monde parle aujourd'hui là, a commencé comment? C'est à partir de ces valeurs-là. Si aujourd'hui, le centre Songhai change pour dire je fais un intrant chimique, plus personne n'ira là-bas. Son label, c'est qu'il a dit l'agroécologie. Je fais l'agroécologie. Depuis. C'est ça. Ça fait 15-20 ans. Mais je me rappelle souvent quand les gens descendent de l'extérieur, c'est là où on va, mais c'est ça. Nous aussi, on ne prend pas encore... Mais attendez, le président Boliaï a pris le père Nzamjo comme conseiller en agriculture. Tout à fait, oui. Et a donné des terres à Kétou là-bas pour les jeunes. Il a dit, père Nzamjo, forme-les. Je donne de l'argent, il faut les former. Après, on va les installer. Allez voir ça. Ça marche à Songhai, mais rien ne marche sur les fermes là-bas. Vous comprenez ça? Et Donoumi, qu'est-ce qui se passe? Donc les exemples existent, les initiatives existent au niveau de l'État. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne prend pas? Je ne prends pas, c'est-à-dire que lorsque j'entends que c'est-à-dire le pouvoir en place met 26 milliards pour acheter de l'engrais chimique et ne paie même pas un seul franc pour dire j'achète engrais organique, moi je dis où est la volonté politique? Il va plus loin. Il dit je prends, j'achète des semences de la dépendance, de la colonisation et j'amène ça dans le pays. Ce que les paysans produisent là, où est-ce qu'on va mettre ça? Où est-ce qu'on va mettre ça? Ils sont en train d'utiliser ça jusqu'à ce qu'ils vont oublier ce qui est pour eux. Perte totale. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que ça coûte moins cher. Ça coûte 5 à 10 fois plus cher. Je viens de vous donner l'exemple du maïs jaune. Si tu veux acheter engrais, tu es obligé d'acheter 3 kilos au moins de cette semence-là pour avoir 1 kilo d'engrais. C'est du chantage. Chantage. Il faut dire ça au marché. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, est-ce que c'est à ça que nous allons faire? Ensuite, on nous amène le pauvre. Le pauvre, là, c'est la privatisation de la semence. Ça n'a pas deux noms, quoi. Mais c'est dans ce pays qu'on va faire ça? Non. Le paysan a la liberté sur ses ressources génétiques, sur ses semences. Il les utilise quand il veut. Il vend à qui il veut, au prix auquel il veut. Il plante où il veut. Il est libre. C'est ça la souveraineté alimentaire. Alors, je rêve maintenant qu'on prenne, quand on prend des produits venant de l'agriculture conventionnelle, ceux venant de l'agroécologie, quand on prend ça, quelle est la différence qu'on doit faire, nous, sur le marché, pour se dire, mais alors, quand je prends tel produit, je suis sûr de consommer quelque chose de qualité? Ouais. Vous touchez à un problème capital. Ouais, là, on a plus assez de temps. À une réflexion on ira très vite. Ouais. En train de faire aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains produits qu'on distingue vite. Surtout les produits. Parce que souvent, quand on va au marché, on veut prendre les carottes, oui, on voit les carottes voilà, bien jolies, la laitue qui n'a pas de trous. Voilà, exactement. Ça, on veut prendre les tomates bien rondes. Bien rondes. Voilà. Donc, par exemple, comme vous êtes en train de dire, pour les produits maraîchers, la différence est vite faite. Quand vous prenez, je prends votre exemple, vous prenez la carotte qui est issue du système agroécologique, vous avez la carotte bien jaune, bien colorée. Et ça vous permet de distinguer par rapport à l'autre carotte qui n'a pas une bonne coloration. C'est beaucoup plus blanc et autres. Ça, on le fait. Quand on prend la tomate aussi, on fait vite la différence. Les choux, surtout les choux, parce que les choux qui sont issus du système agroécologique n'ont pas les mêmes tailles toujours que les autres. Et puis la différence aussi, c'est quoi? C'est qu'il faut approcher ça au nez. Hein. Lorsque vous... Il y a une odeur. Ah oui, parce que les gens traitent. Pour produire le chou, il faut traiter. Il faut la demander au jardinier. Il faut traiter tous les jours, pratiquement toutes les heures. Mais lorsque vous ouvrez le chou, là, regardez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les pesticides à l'intérieur. Pour la plupart du cas. Bon, il y a les maraîchers qui mettent une semaine pour traiter, mais il y en a qui traitent le matin et vendent à midi. Et c'est ça qui est courant. C'est ça qui est courant. Donc ça, on fait la différence pour cette production. Mais pour les autres, la différence n'est pas claire. C'est pourquoi on parle de certification. La certification des produits agroécologiques. Lorsqu'on va y arriver, les choses seront très claires. Et vous serez bien orienté. On va vous dire ça vient de telle ferme. Parce que la certification dont nous on parle là, ce n'est pas la certification qui coûte cher.
c'est pas la certification très classique, mais c'est la certification entre les pairs, entre les Personne ne reste au bureau pour dire, c'est ça. Moi je suis chef d'explication. Tu vois? Tout le monde regarde ensemble, on a de salaire à payer à personne. C'est la certification à l'échelle de l'exploitation. Okay. Donc quand on va te dire que ce produit vient de telle ferme, tu sais que là-bas, tu es sûr que c'est agroécologique. De consommer quelque chose de qualité. Donc c'est de ça qu'on veut parler. Territorialisé. On connaît. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de kilomètres avant d'aller voir la ferme pour dire ça là, c'est ça ici. Ceux qui disent que l'agroécologie est beaucoup plus chère que l'agriculture conventionnelle. Non, ce n'est pas vrai. Moi je le dis tout de suite. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on dit souvent pour acheter les produits agroécologiques. Il y a des idées. On fait plus saigner la poche. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'agroécologie, les gens voient ça comme une niche. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voient que ça, c'est une source de revenus. Et donc, il faut augmenter les prix. Oui. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous, on le dit parce qu'on a les preuves. Et je vais vous démontrer rapidement. Allez-y, rapidement. C'est une question de coût de production. Le prix dépend de tous les intrants qu'on met ensemble et de la vente. C'est ça qui permet de déterminer le prix. Mais lorsque tu es dans un système agroécologique, ton coût de production est très faible. C'est plus faible que lorsque tu es dans le système conventionnel. Quand tu mets du compost, toi-même tu peux démontrer ça, quand tu mets le compost là, la quantité que tu mets cette année, ce n'est pas la même quantité que tu mets l'année prochaine. C'est moindre. Parce que le compost reste au sol. Ce n'est pas le NPK qui va être lessivé pour aller dans les choses là. Mais ça reste là. La semence est locale. La semence est locale. Oui, ouais, le problème. Donc tu as des coûts de production les plus bas possibles. Oui. Si le coût de production est bas. On a seulement à récompenser. Oui. Si le coût de production, l'effort du paysan. Tu vois, c'est ça seulement que si le coût de production est bas, ça veut dire que le prix va être plus bas. Et on sait que tout le monde a droit à l'alimentation saine. Oui, ça là, c'est notre pensée, ça, notre motif. Tout le monde. Lorsque tu prends l'agroécologie comme une niche, c'est qu'il y a une catégorie de gens seulement qui vont acheter. Les gens qui ont les moyens. Et ce n'est pas juste. Parce que là, c'est dans aucune logique. Tu gagnes seulement de l'argent facilement en disant mon produit est agroécologique. Mais lorsqu'on rentre dans l'aspect production, dans l'aspect compte d'exploitation, mais tu dois vendre moins cher que les produits conventionnels normalement. Oui, monsieur Savo. Oui, moi je voudrais vous remercier vraiment pour l'initiative. On va vous encourager à continuer dans ce sens-là et que tous les médias du Bénin aussi aillent dans ce sens parce que vous contaminez le peuple. Si on fait une vraie sensibilisation, c'est vous. Et vous le faites si bien. Ce que nous allons souhaiter maintenant, il faut que les autres acteurs, ce que nous disons ici, ça n'a rien à voir avec aller contre le gouvernement, faire ceci. C'est notre manière d'accompagner le gouvernement à mieux faire parce qu'ils ont pris des décisions. Ils ont signé la Convention sur la diversité biologique. Actuellement, nous avons depuis 2022 le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, Koumi, et article 7, je pense que c'est l'article 7, parle de la réduction d'ici à 2030 de la moitié de l'utilisation des intrants chimiques. Il faut respecter ça. Ouais. Et on a des lois ici au niveau national, la loi cadre sur l'environnement, etc., etc. Il faut respecter ça. Et on ne travaille pas pour rendre malades les populations. Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Nous voulons des gens qui mangent bien. Donc on doit s'occuper de la nutrition. Dans nos écoles, les écoles à cantine, j'ai entendu qu'il y a des choses. On les encourage à aller dans ce sens pour que les élèves même aillent produire de manière agroécologique. Parce qu'aujourd'hui, même dans les écoles, il y a des potagers pour que les enfants aussi produisent ce qu'ils mangent. Là, c'est des choses à encourager. Oui, c'est à encourager. Il faut revenir à ces pratiques-là. Lorsqu'il y a des marchés, c'est-à-dire que si on dit budget au niveau de l'agriculture, que le gouvernement ait le courage. Quand tu as une part aussi importante à l'agroécologie. Pour les semences locales, paysannes et les intrants organiques. Les gens sont ici, ils sont nombreux, ils font bien. On est parti au Sénégal avec eux, les gens étaient très contents de les avoir vus. Et voilà, le Sénégal a mis 30%, le Burkina a mis 10%. Le Bénin met combien? C'est ça qu'on veut voir. C'est la question qu'on se pose. C'est ça la question qu'on veut voir. Merci beaucoup à vous, monsieur Patrice Sabo. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Vous êtes aussi ingénieur, non pas ingénieur, vous êtes vétérinaire. Vous dites que vous pouvez qu'on dise quoi déjà?
on est dans ingénieur l'ingénierie en production animale. et santé animale. Et là, Voilà. c'est mieux pour vous. Ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique que de dire Vétérinaire n'a pas de vétérinaire, contenu. veto, non, Aucun pas veto. contenu, là, ça. Monsieur Pierre Bédier, vous êtes le président de la Fédération agricole du Bénin, vous êtes aussi ingénieur agronome. Avec vous, on a compris un peu que l'agroécologie, seul cela peut sauver l'humanité. Mangeons bien, comme l'avait dit, notre aliment doit être notre médicament et notre médicament, notre aliment. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci.